Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives. Bonsoir à toutes et à tous. Une émission par téléphone aujourd'hui avec Jean-Luc Goubet. Il est né en 1956 à Lyon et cet auteur devient dès l'âge de 12 ans artiste de variété. C'est le fils d'un fakir. Grâce à cette activité, il visitera de nombreux pays en Europe, en Extrême-Orient et au Proche-Orient. Et même en Australie, il parle plusieurs langues, le français, l'espagnol, l'anglais. En 1982, toute la famille Goubet, c'est-à-dire son père, sa mère et lui s'installent au Paraguay. Il y sera successivement propriétaire d'une librairie papeterie, distributeur d'une revue publicitaire locale, chauffeur guide touristique, traducteur, coordinateur de groupes d'excursion, secrétaire réceptionniste et adjoint de comptabilité et bien d'autres métiers. Il est aujourd'hui marié et père de 2 enfants. Il est depuis peu revenu en France, près de Toulouse. Jean-Luc Goubet a déjà publié 3 ouvrages en France aux éditions Le Manuscrit. Là, nous l'accueillons pour un livre chez Book Édition. Ça s'appelle Mon père ce fakir, Ben Goubet, Mon père ce fakir. Jean-Luc Goubet, bonsoir. Bonsoir, Joël. Alors, il est publié chez 3 et 3. Oui, exactement. C'est une édition qui est dirigée par le professeur Henri Brock de l'université de Nice, Sophia Antipolis. D'accord. Et les autres ouvrages que vous avez publiés, ça parlait de quoi? Eh bien, bon, ce sont des ouvrages qui tournent tous plus ou moins autour de l'esprit humain et de diverses possibilités qu'offre justement l'esprit humain. Ceci à cause du métier de mon père, qui était donc fakir, voilà, simplement. Oui, alors c'est justement l'intérêt de ce livre. Donc, votre père, si j'ai bien compris, à un moment, vous quitte, votre mère et vous laisse pendant un an et demi. Oui, lorsque j'étais jeune, oui, il est parti faire sa première tournée en Asie. J'avais 6 ou 7 ans. Il nous a laissé une petite année, pratiquement. Alors, justement, il est parti, avant de partir, est-ce qu'il avait déjà des dons ou est-ce qu'il les a acquis lors de son voyage? Parce que je me demande ce qu'il a fait pendant cette année. Non, il n'avait pas de don spécial, c'est-à-dire c'est une personne qui était très curieuse de tout. Les facultés qu'il est arrivé à développer sont uniquement dues à un travail personnel. Mais il est quand même allé le chercher, il est allé chercher une sagesse orientale. Oui et non, c'est-à-dire que son travail principal c'était la recherche sur le corps humain. Et évidemment, lorsque l'on parle de fakir, ça l'a beaucoup intéressé puisque les fakirs sont capables d'exploits qui dépassent l'entendement normal. Il est donc allé en Asie voir s'il pouvait trouver des personnes capables de réaliser des exploits dont il avait entendu parler. Il a fait quelques recherches à ce sujet-là, mais malheureusement, il n'a rien pu trouver de valable vraiment suivant ses dires. Donc il a commencé à travailler lui-même sur son propre corps, voir quelles étaient réellement les possibilités qu'offre l'esprit humain. Alors déjà, vous, il vous arrive quelque chose avant qu'il revienne, vous le voyez au pied de votre lit, hein, donc avant qu'il revienne. Oui, ça c'est une expérience qu'on pourrait classer de paranormale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque j'étais jeune, j'avais une dizaine d'années, juste avant que mon père revienne du Japon, j'ai été réveillé en pleine nuit par une sensation bizarre, disons. J'ai été réveillé en sursaut et j'ai vu mon père face à moi, habillé en kimono. J'étais très petit, je ne savais pas ce qu'était un kimono. Et cette vision est restée peut-être une dizaine de secondes face à moi avant de s'évaporer. C'est ce qu'on appelle communément un fantôme. J'ai été très marqué par cette expérience, car je ne savais pas ce qui se passait. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre de mon père avec une photo à l'intérieur où il était habillé en kimono, exactement de la même façon dont je l'avais vu la nuit auparavant. Alors, dès son retour, votre père du Japon, donc dans le quartier, tout le monde le connaissait. Oui. Il mangeait des ampoules. Oui, et bon, ça c'était, disons, pour un peu amuser la galerie, si vous voulez, parce que évidemment que les fakirs se couchent sur des planches à clous, mangent des ampoules. Il faisait aussi cela, mais ce n'était pas le principal de son travail.
le principal de son travail, ça a été de rechercher quelles étaient les possibilités de l'esprit humain, de la pensée, de l'agissement de la pensée sur le corps. C'est-à-dire qu'il arrivait à volonté à supprimer réellement toute sensation douloureuse. Oui, d'ailleurs, on voit dans votre livre qu'il se fait transpercer de part en part par une épée, on peut dire un fleuret. Fleuret, oui. Il n'y a pas de sang qui coule. Absolument pas. C'est-à-dire que, outre le fait de pouvoir contrôler ses émotions pour ne pas ressentir la douleur, il a développé la possibilité de contrôler la plupart de ses organes. C'est-à-dire qu'il était en mesure de pouvoir arrêter les hémorragies à volonté. Il pouvait saigner s'il le désirait ou ne pas saigner s'il le désirait. Votre père était le clou du spectacle, hein, c'est normal pour un fakir. Moi j'adore votre écriture parce qu'il y a plein de moments où franchement j'ai souri. Vous faites une description des pays que vous avez traversés avec votre maman, puisque finalement votre père devient, vous avez du mal à dire prestidigitateur, mais vous dites magicien, et il vous engage tous les deux dans la tournée, votre mère et vous, donc tout petit, vous partez tous les trois sur les planches. Voilà. C'est-à-dire que, pour vous résumer l'histoire, mon père était un acharné, disons, de la recherche. Il voulait comprendre. Malheureusement, à notre époque, et comme il n'avait pas aucun diplôme, disons, ni de médecine ni autre, la seule possibilité qu'il a pu entrevoir afin de pouvoir survivre et de continuer ses recherches a été de faire quelques démonstrations sur scène. Et de fil en aiguille, si on pouvait dire ainsi pour un fakir, il est devenu fakir. C'est-à-dire qu'il a monté un petit numéro de fakirisme où il faisait des démonstrations prouvant que l'esprit humain pouvait avoir le contrôle entier sur le corps. Alors il s'est un peu déguisé, il s'est laissé pousser les cheveux, mais un chignon. Il y a des photos dans le livre où on voit que tous les trois, vous étiez quand même pas mal. Il y avait la femme du fakir et le fils du fakir, vous-même. Et c'est évident, c'est-à-dire qu'afin de pouvoir monter un numéro qui soit valable, il est évident qu'il faut, disons, aussi prendre en compte le show business, c'est-à-dire qu'il s'est laissé pousser les cheveux pour faire plus mystérieux, si vous voulez. Nous étions costumés en indien, mais ceci c'était la partie, disons, théâtrale du travail, uniquement pour une question de survie au point de vue financier, simplement. Au point de vue financier, on ne peut pas dire que ça lui rapportait beaucoup. On est d'accord, il y a eu... on se rend compte à quel point c'est difficile pour les gens qui sont du voyage et qui font des spectacles. Il y avait des journalistes et des gens qui venaient le voir. Et votre père expliquait et réexpliquait toujours les mêmes choses tout le temps. Histoire de concentration, faire le vide, séparer l'esprit du corps. Et pour le sang, lui demandaient les journalistes, il disait que j'accélère les pulsations cardiaques au maximum. Le muscle du cœur peut atteindre plus de 200 battements minute. Ajouté à cela, le muscle lui-même est secoué par une sorte de vibration atteignant une fréquence de 700 à 800 mini-contractions par minute. Exactement. Résultat, il arrivait volontairement à provoquer ce que l'on appelle, disons, enfin c'est une comparaison, la fibrillation atriale, c'est-à-dire que tout le muscle cardiaque est en vibration pratiquement, le sang n'arrive plus à circuler, il épaissit très vite, et c'est pour cette raison que le sang étant aussi épais, il ne pouvait plus couler en dehors des plaies. C'est grâce à cela qu'il arrivait à arrêter le sang. Ce n'est pas aussi facile à réaliser, ça a de graves conséquences également, parce que le sang ne circulant très mal, il se salit. Cela provoque un empoisonnement, si vous voulez. Donc le fait de faire épaissir son sang pendant une dizaine de minutes l'obligeait ensuite à faire tout un travail de concentration pour faire accélérer les fonctions rénales afin de pouvoir refiltrer le sang et revenir à la fonction normale. Oui, ceci et beaucoup d'autres choses dépendent alors de sa préparation. 3 heures de travail mental avant et après. Pour pouvoir amener le cœur au rythme désiré. Alors ça ne l'a pas empêché d'avoir des calculs rénaux, hein, donc. Non, évidemment à cause de ça, certainement. Et là, c'était les seuls moments où il demandait un calmant et il se sauvait vite de l'hôpital, mais là il avait besoin d'un calmant. Ben, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ont de la difficulté à comprendre comment un homme qui se transperce de toutes parts sur scène peut arriver à souffrir dans le civil.
Mon père, contrairement aux apparences, est une personne ultra sensible. C'est-à-dire qu'en rien le faisait souffrir. Sauf s'il le décidait. Sauf s'il le voulait, il ne souffrait plus. Le problème, c'est que ça demande un énorme travail de concentration et on ne peut pas faire cela 24 heures sur 24. C'est un peu pour faire une comparaison, un haltérophile va soulever des centaines de kilos, mais toute la journée, non. Peut-être ne portera-t-il pas les paquets en revenant du supermarché, vous comprenez? C'est un peu cette même méthode. C'est-à-dire qu'il pouvait à volonté supprimer la douleur, mais dans le civil, il était très douillet. Il pouvait aussi arrêter carrément son cœur. Oui. Donc il y avait des médecins qui étaient sur scène et qui prenaient un stéthoscope. Et le cœur était arrêté. Et le plus longtemps que son cœur s'est arrêté? Dans les 3 à 4 minutes. Après, disait-il, il ne pouvait pas continuer plus loin sans avoir des risques de lésions au cerveau. Donc papa, debout entre ses deux quarts du corps, commença sa concentration, son visage se figea, ses yeux, perdus dans le lointain, semblaient se glacer et prirent l'apparence de ceux d'un poisson dans un congélateur de supermarché. Grands ouverts, fixes et vides de vie, ils attendaient la mort. Le fakir aspira une grande quantité d'air en gonflant ses poumons, une respiration forcée qui se bloqua net par une contraction des muscles de la gorge. Les tendons du cou semblaient en acier, les veines se dessinèrent prêtes à exploser. Le visage se remplit de sang et prit une couleur tirant sur le grenat. 5 à 6 secondes passèrent, puis, en un clin d'œil, le teint de mon père passa au blanc livide, presque transparent. Un grand râle sortit à pleine puissance de ses poumons. L'air fuyait sans retenue, il s'écroula. Exactement. C'est-à-dire que par un exercice, disons, de respiration et de crispation, il arrivait à crisper les muscles de son cou d'une telle façon que les carotides étaient compressées, ce qui donc empêchait la circulation du sang au cerveau. Et il pouvait donc tenir un certain temps comme cela, il venait donc tout rouge, et après il relâchait, et ça lui produisait une syncope, et le cœur s'arrêtait, simplement. Et le cœur s'arrêtait. Pourquoi il repartait? Parce qu'il donnait l'information? Non, tout dépendait, m'expliquait-il, du temps de compression. C'est-à-dire, plus il compressait, plus le cœur mettait du temps à repartir, simplement. C'était très risqué, je vous l'avoue. Beaucoup de médecins n'arrivaient à peine à le croire. Mais une fois ayant été en présence de l'expérience, ils sont obligés de l'admettre. Oui, d'ailleurs, on dit que si on a une crise cardiaque, ça serait bien qu'on tousse pour éviter justement... Donc c'est une information qu'on donne aux auditeurs. Si jamais on sent qu'il y a une grande douleur, une crise cardiaque, il faut tousser très fort pour... Tousser très fort, oui, afin de pouvoir relancer le cœur, exactement. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas une chose à faire tous les jours. Mon père l'a fait quelques fois, afin de pouvoir, disons, démontrer les possibilités. Il explorait quelles étaient toutes les possibilités que nous pouvions avoir en nous-mêmes. Alors, est-ce qu'il était végétarien, votre papa? Pas du tout. Non, il dit qu'il... Il fumait même. Il fumait et quelqu'un lui disait... Non, il avait un dicton très certain, je trouve. Il disait toujours, on peut user de tout, mais n'abuser de rien, tout simplement. Et quelqu'un lui répondait, pourtant le tabac est un poison reconnu. À cela, votre père répondait, le mariage aussi. Oui, il avait un esprit, il avait un humour très particulier. Et pourtant, ça fait 24 ans que je suis mariée. Alors, donc, il y avait des chirurgiens qui assistaient à cette performance, on peut dire. Il lui dit, je n'y comprends rien, je suis chirurgien, je fais des opérations à cœur ouvert et je n'ai pas supporté de voir cela. C'est normal, répondit mon père, j'ai rompu votre train-train, j'ai déconcerté et impressionné votre esprit, vous avez perdu le contrôle inconscient de vous-même, êtes devenu plus fragile, plus sensible. Votre esprit ou votre âme, comme vous préférez, s'est échappé momentanément. Votre corps s'est donc écroulé, quoi de plus logique. Il y avait des gens qui vomissaient en regardant ces spectacles. Oui, et encore, disons que les spectacles qu'il produisait sur scène n'étaient que de simples démonstrations. Il a choisi les expériences, disons, les plus supportables pour le grand public. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant, surtout lorsqu'on se rend compte qu'il n'y a aucun trucage. Au départ, les personnes ne pouvaient, avaient tendance, à se moquer parce que ça pose beaucoup de... le public en
général se moquent d'un fakir ou pensait, regardez, il va faire ci, il va faire ça, c'est tout du bluff, c'est tout du trucage. Mais à partir du moment où on commence à se rendre compte que c'est une réalité, cela bouleverse totalement notre façon de penser et certaines personnes s'en évanouissaient. Alors ça aurait pu aussi provoquer des guérisons. Lors de sa présentation à ce comité de médecins, votre père portait un ample kimono rouge. Ses cheveux fins et longs jusqu'aux omoplates flottaient dans le courant d'air. Sa barbe et son regard à la fois doux et puissant faisaient de lui un portrait vivant du Nazaréen. Et votre père dit, si vous aviez été souffrant ou même sur une chaise roulante, il y a de bonnes chances que vous guérissiez si je vous en donnais l'ordre, et ce, sans avoir rien à faire de ma part. Maintenant, bien sûr, si le malade est vraiment malade, et si le choc psychologique ne suffit pas, de vrais guérisseurs, mages, fakirs ou messies peuvent aider en travaillant avec leur puissance mentale. Exactement, oui. C'est-à-dire que pour le premier effet, c'est-à-dire que des personnes peuvent se laisser impressionner fortement. Et à ce moment-là, c'est, disons, l'effet placebo qui entre en jeu. Et même de très graves atteintes peuvent arriver, comme par miracle, à se guérir. Maintenant, il est évidemment possible à une personne telle que mon père, habituée à travailler ses pensées, à travailler son esprit, peut influencer à distance, sous hypnose, une autre personne. Comme il était capable sur lui-même de faire fonctionner pratiquement tous ses organes, il pouvait également faire fonctionner sur une autre personne les organes qui étaient en défaut. Les personnes s'étonnaient donc et acquiesçaient à la fois. Votre père disait que la douleur est un signal d'alarme et la souffrance qui en découle n'est que psychologique. En grande partie, oui, il l'a prouvé par le fait que ne plus penser à la douleur, celle-ci s'évapore. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais il l'a largement prouvé. Évidemment, la douleur est un signe d'alarme qui vous permet de vous concentrer sur l'endroit où il y a une infection, pour attirer votre attention sur le danger. Maintenant, il est possible, grâce à une gymnastique mentale, de penser à autre chose à ce moment-là. Et si vous arrivez, par cette gymnastique mentale, à penser à autre chose, vous ne ressentez plus la douleur. Évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est possible, mon père l'a prouvé. Alors, votre père, vous vous êtes retrouvé après avoir été déjà un peu partout en Europe. Vous vous retrouvez à l'Olympia quand même. L'Olympia, c'est pas n'importe quoi, hein. Et là, on veut pas de vous parce que vous êtes trop jeune. Oui, exactement. Je crois que je devais avoir 13 ou 14 ans. Et j'ai dû faire 2 ou 3 représentations, pas plus, jusqu'à ce que le directeur, qui était à l'époque Bruno Cocatrix, a fait savoir à mon père qu'il n'avait pas le droit de me faire travailler sur scène étant un mineur. Donc il a dû faire son numéro uniquement avec ma mère. La revue Détective, une revue à sensation, écrivait un reportage assez complet sur la vie de votre père. Elle décrivait également quelques-unes des expériences que votre père avait réalisées dans sa jeunesse. On y parlait des enterrements, des pendaisons et des crucifixions. Alors les enterrements, vous pouvez nous en parler un peu ? Alors les enterrements, c'est une partie très intéressante qui malheureusement n'est pas... c'est un sujet qui n'est pas... ne fait pas l'étude de recherche actuellement. Et il faut dire que les volontaires sont plutôt rares, je pense. Mais mon père avait pensé depuis tout jeune que l'homme avait très certainement les mêmes facultés que d'autres mammifères, comme les ours ou les marmottes, de pouvoir se mettre en hibernation. Il avait eu cette idée en partant du fait que, par exemple, lors d'accidents, lors d'éboulements, par exemple, ou lors de tremblements de terre, c'est très souvent que nous arrivons à retrouver, heureusement, quelques survivants qui ont été enterrés pendant plusieurs jours, et au miracle, la personne en ressort vivante. Et il a voulu savoir pour quelles raisons cela se passait, et c'est pour cela qu'il a émis l'idée que le corps humain pouvait très certainement, sous certaines conditions, se mettre en état de vie suspendu ou d'hibernation. Il a recherché sur ce fait, et lui-même arrivait donc à se plonger dans un état, disons, ce n'est pas un coma, c'est un état encore beaucoup plus profond que le coma. Une léthargie ? Une léthargie totale, où aucun signe vital n'est visible, même à l'encéphalogramme. Et ce qui permet à la personne qui est plongée dans cet état
pouvoir se faire donc enterrer, comme il le faisait, sous 1,50 m de terre. Le maximum qu'il est arrivé à rester dans cet état léthargique était de 28 jours. Oui, donc il respirait pas, il n'y avait pas d'air. Absolument pas. L'état, la personne est considérée comme morte, totale. Il n'y a absolument aucune recherche dans ce domaine, ce qui est triste d'ailleurs, parce que c'est très très intéressant. Donc pendant ce laps de temps, il ne respire pas, il ne mange pas, il ne boit pas, et pourtant le corps arrive à se réveiller au bout d'un certain temps. Oui, comme vous le dites, après des catastrophes, on retrouve des gens ensevelis des semaines après, et qui sont encore là. Ce qui a intrigué mon père d'ailleurs, c'est à partir de là qu'il a commencé à rechercher. On a parlé des enterrements, les pendaisons, on y reviendra plus tard, mais puisqu'on est sur la crucifixion, quand même votre père il a fait fort, il voulait se faire crucifier à Jérusalem, c'est-à-dire se faire planter, et ça n'a pas marché. J'ai trouvé quand même que c'était 2 fois, hein, ça n'a pas marché. Il a voulu se faire crucifier, c'est-à-dire montrer qu'on peut crucifier. Il avait déjà planté les clous, il suffisait juste d'appuyer dessus. À Jérusalem, ça n'a pas marché. Et une autre fois, je ne sais plus exactement où c'était, mais ça n'a pas marché non plus. C'était à Paris, je pense. C'était à Paris ou c'était... Si j'ai bon souvenir, c'était à Paris dans les années 64 ou 65. Mon père avait fait, disons, une sorte de protestation pour les conditions de vie des artistes, justement les conditions sociales des artistes. Et il a entamé une marche à pied de Lyon, une croix de 50 kilos depuis Lyon, où nous habitions, jusqu'à Paris, où il devait se faire crucifier en arrivant. Et le syndicat des artistes de l'époque n'avait pas pu avoir non plus les autorisations afin que la crucifixion ait lieu en plein Paris. Oui, et vous l'avez suivi cette marche, vous? Non, moi j'étais resté à la maison, j'étais gamin, je devais avoir 8-9 ans. Hein. Ouais. Mais il est dit... Mon père est parti avec sa croix. Il est parti de la place Bellecour jusqu'à Paris et il a mis 12 jours pour arriver. Mais il est dit aussi dans le livre, alors je ne sais pas si c'est à ce moment-là où la crucifixion ne peut pas se faire, parce que ça devait être une expérience, mais ça ne s'est pas fait. Ça c'est donc à l'université de Tübingen. Oui, c'est ça, c'est en Autriche. Parce qu'à un moment de sa vie d'artiste, c'était dans les années 60, entre 70 et 75 par là, au moment de représentation dans un cabaret en Allemagne, nous avons eu la chance de croiser un professeur d'université qui s'appelle Wolfgang Glabig, de l'université de Tübingen en Allemagne, qui faisait des recherches sur la douleur. Et par hasard, il était venu dans ce cabaret, avait assisté donc au numéro que mon père présentait, s'est énormément intéressé à l'histoire, est revenu plusieurs fois pour tester mon père, non seulement sur ses expériences, mais également sur ses connaissances, et a demandé à mon père s'il pouvait, à un moment donné, se rendre à l'université pour pouvoir faire des expériences justement sur la douleur, en université, sous contrôle scientifique. Ce que nous avons fait pendant une certaine période. Et le professeur Wolfgang Glabig avait été intéressé par l'expérience de la crucifixion également. Et là, ils se sont trouvés confrontés à, on peut dire, l'église catholique ou protestante. Comme les locaux de l'université, si j'ai bien compris, appartenaient, disons, étaient sous tutelle catholique, ils ont refusé que l'expérience soit réalisée. Parce que ça discréditait aussi la crucifixion de Jésus. Si un fakir était capable de se crucifier sur une croix, enfin d'être crucifié sans mourir et sans douleur, ça disqualifiait tout. Son record a été de 15 jours et 15 nuits au Maroc, de crucifixion. Jeunesse, oui. Parce qu'il faut savoir que la crucifixion, ce n'est pas les clous qui vous tuent. Vous pouvez tout aussi bien être simplement attaché à une croix que vous mourrez également. C'est-à-dire que ce n'est pas les clous qui tuent, c'est simplement la position. Ce qui provoque la position est telle que le sang a des difficultés à circuler. Ça provoque une tétanie de la cage thoracique. Le sang s'accumule, peut descendre, mais ne peut pas remonter au cœur.
Et c'est grâce à cela que le condamné s'étouffe, au bout de quelques heures, à peine. Et comme mon père avait un contrôle pratiquement parfait de sa circulation sanguine, il arrivait à combattre cet effet de tétanie et donc à survivre. Il aurait pu rester comme ça des mois, évidemment. 15 jours et 15 nuits sans manger, sans boire, sans rien. Non, il pouvait manger, hein. On le porte à manger. Ouais. Et donc vous avez assisté à ça au Maroc? Non, pas du tout. C'était dans sa jeunesse. Il avait 25 ans quand il avait fait ça. C'était à d'autres crucifixions, disons, de gala, sur scène, en Allemagne, aux États-Unis. Donc ça prouve quand même, c'était la première question que je vous ai posée, qu'il avait des dons avant de vous quitter, votre mère et vous, et de partir un an en Occident. Ah oui, avant de partir, ce n'est pas un don, c'est un travail. Oui. Ça ne lui est pas venu comme ça, comme je vous ai expliqué. C'était une personne ultra sensible, au contraire. Et elle a voulu combattre, trouver une méthode pour pouvoir combattre la douleur autre que par l'injection de médicaments ou de drogue. Simplement par la volonté. Alors quand justement il était à Tübingen, il disait l'existence de l'esprit, de l'âme humaine, ou quel que soit le nom que vous voulez bien lui donner, est réelle. Seulement celle-ci n'est à aucun moment prise en compte pour notre vie de tous les jours. L'esprit et le corps sont deux choses bien distinctes, deux choses qui peuvent s'unir ou se séparer. Notre esprit est un conducteur assis au volant de son véhicule. S'il n'est pas feignant, il peut descendre et remonter à volonté. C'est ce que je fais. Si au début je vous avais expliqué que mon esprit effectivement sort de mon corps pour ne plus sentir la douleur, vous ne m'auriez pas cru et pris pour un mystique. Par contre, vous avez accepté le fait que je puisse penser à autre chose au moment de souffrir, ce qui est exactement la même chose. Être conscient de la douleur signifie simplement que le conducteur est assis aux commandes de son véhicule. Être inconscient veut simplement dire que le conducteur est momentanément descendu faire un tour et le corps ne réagit pas ou ne réagit plus à l'agression. Exactement, c'est-à-dire que ce qui ressent la douleur, ce n'est pas votre corps c'est uniquement de la viande. Ce qui interprète la douleur, c'est votre esprit simplement. Votre corps ne souffre pas. La preuve, lorsqu'une personne est endormie, lorsque on fait une opération chirurgicale, on endort le corps, l'esprit va ailleurs, mais le corps, on peut l'ouvrir, le triturer, qu'il ne sentira absolument rien du tout. Et le problème, c'est donc de pouvoir arriver, comme ces personnes le font en tant que fakir, à penser à autre chose, à projeter ses pensées hors du corps, et le corps ne ressentira plus rien. Oui, donc il dit, alors le monsieur lui répond, votre esprit ne sort donc pas complètement de votre corps, lança donc ce professeur en tentant une timide déduction qui sortait des bandes de la science matérialiste à laquelle il appartenait. Votre père lui répondit, pour reprendre l'exemple du conducteur et de son véhicule, on pourrait dire que je sors de celui-ci et pousse mon corps tout en gardant une main sur le volant, en passant mon bras par la fenêtre restée ouverte. Par logique, la question qui suivait était, si vous sortez de votre corps et êtes capable de pousser votre véhicule depuis l'extérieur, pouvez-vous vous éloigner davantage et combien de temps? Et votre père répond, je peux en déduire que je sors complètement lorsque je me fais enterrer vivant. Exactement, voilà, donc c'est exactement ce que j'ai voulu expliquer. Parce que une chose qui étonnait énormément les professeurs à cette université, c'est que par exemple, vous avez des personnes qui sont en capacité de se mettre, disons, dans un état en transe, si vous voulez, durant lesquels on peut les agresser, les piquer, qu'ils ne vont rien ressentir parce que les personnes sont en transe. Le problème, c'est que la personne étant en transe n'est plus consciente et ne peut plus se mouvoir. Elle est à l'état, disons, léthargique, à l'état de personne qui dort. Ce qui étonnait beaucoup les scientifiques, c'est que mon père était donc en mesure d'être entre les deux états, c'est-à-dire qu'il était en transe, suffisamment en transe pour ne plus ressentir la douleur, mais tout de même présent afin de pouvoir marcher, afin de pouvoir se mouvoir, de prendre les instruments et de se percer lui-même. C'est un état qui est entre les deux. Oui, mais ça aussi avec du bruit autour, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de méditer en lotus dans un coin. Pas du tout. Il arrivait à se déconnecter totalement en l'espace d'une seconde. C'est-à-dire qu'il n'entendait plus rien.
il ne voyait pratiquement plus rien. C'est pour ça que lorsque nous donnions des représentations sur scène, une des premières conditions qu'il demandait au théâtre ou au cabaret, c'est d'avoir énormément de lumière blanche, afin de pouvoir que la lumière reflète sur les instruments pour qu'ils puissent avoir une vision. Il ne ressentait plus rien, il ne voyait plus rien, et aussi bien ma mère que moi-même devions faire extrêmement attention à ses mouvements, afin qu'il ne tombe par exemple pas de scène, ou quelque chose comme ça, parce qu'il ne savait plus où il était du tout. Alors sur cette analogie avec la voiture et le corps, il dit une seule explication à cela, le corps n'a pas besoin de tous ces éléments s'il est abandonné par son esprit. Une voiture a-t-elle besoin d'essence et d'huile lorsqu'elle est au garage pendant que son propriétaire passe des vacances? C'est une belle image. On va faire une pause musicale, on se retrouve tout de suite après. IDFM 98 de la Bande FM. Nous poursuivons cette vie de Jean-Luc Goubet qui a suivi son père et sa maman, et son père qui était fakir pendant de nombreuses années. Il était jeune, il faisait des cours par correspondance pour essayer quand même d'avoir des études. Et nous parlons de son père, on a vu l'enterrement, on a vu la crucifixion, il y en avait une troisième, c'était... La pendaison. La pendaison. Alors là, c'est quand même une histoire. Lui, votre père s'est pendu plus d'une fois, et une fois sans le faire exprès, il s'est pendu vraiment. Voilà. C'est-à-dire que, comme il le disait avec beaucoup d'humour, il a tout essayé pour se tuer, il n'y est pas arrivé. Enfin bon, il est évident que la pendaison, c'était une autre démonstration qui tenait à démontrer sa faculté à se mettre en catalepsie. En réelle catalepsie, c'est-à-dire que vous avez très certainement déjà vu sur scène des illusionnistes ou bien souvent des charlatans qui prétendent mettre quelqu'un en catalepsie et le mettre sur deux manches à balai. La personne reste reste absolument raide. On peut même s'asseoir au milieu sur son ventre et voilà. Alors pourquoi c'est quelque chose qui est... En vérité, il y a une planche. C'est truqué. Mais la réelle catalepsie est la chose suivante, c'est-à-dire que le corps devient absolument raide comme un bout de bois. On ne peut même plus bouger un bras, une jambe, absolument. Ce qui permet, grâce à cela, c'est pour cela qu'il a tenté l'expérience de la pendaison, de prouver que le corps étant absolument raide, les muscles étant si tendus, au point de vraiment d'être un véritable bout de bois, la corde qui est autour du cou, plus le poids du corps autour du cou, n'est pas suffisant pour pouvoir compresser les carotides et arrêter la circulation du sang au cerveau. Donc, afin de pouvoir se pendre, mon père normalement se mettait la corde autour du cou et était hissé graduellement avec une manivelle, jusqu'à rester pendu, afin qu'il n'y ait pas de choc. Parce que le pendu meurt pour plusieurs raisons. Il meurt pour la raison que je vous ai déjà expliquée, parce que la tension de la corde sur les carotides arrête la circulation sanguine, ou par choc, comme on faisait par les condamnés, c'est-à-dire qu'on ouvre une trappe en dessous du condamné, et le condamné tombe, et 20 cm de chute suffisent à briser la nuque, et le candidat meurt. Bien. Il était prévu, c'était à Nancy, dans un théâtre à Nancy, il était prévu que mon père réalise cette expérience de pendaison. Malheureusement, le matériel dont il disposait, c'est-à-dire le treuil qui le servait à le hisser, s'est égaré, s'est trompé de train. Le matériel n'a pas suivi la tournée. Et mon père a voulu voir quelle était la possibilité de réaliser tout de même cette expérience sans le treuil. C'est-à-dire qu'il s'est muni il est monté sur une table, sur un escabeau, afin de pouvoir atteindre les cintres des rideaux dans le théâtre.
il pensait mettre la corde autour du cou en haut de l'escabeau et descendre graduellement afin qu'il n'y ait pas de choc et rester pendu. Il a voulu faire, disons, une sorte de répétition avant le spectacle. Il a voulu se mettre en état cataleptique, ça n'a pas marché. Au contraire, il s'est mis en léthargie, pouf, c'est-à-dire que le corps est mou comme une chique, et il est tombé depuis le haut de l'escabeau avec la corde au cou. Il est resté pendu. On ne sait pas exactement combien de temps, parce qu'il était seul dans le théâtre à ce moment-là, lorsqu'il a voulu essayer. C'est simplement le pianiste qui accompagnait la troupe, qui est venu répéter ses partitions. Il s'est pas du tout étonné de voir votre père comme ça pendu, non? Pendu parce qu'il l'avait déjà vu 2-3 jours avant. Sauf qu'au bout d'un certain temps, quand même, il a vu que il n'avait pas l'aspect d'habitude. Il a trouvé ça bizarre. Et c'est à ce moment-là qu'il a appelé les pompiers. Je serais totalement incapable de vous dire combien de temps il est resté pendu. Je n'en sais absolument rien. Mais un certain temps quand même. Et de ce fait, il s'est réveillé à la morgue, à l'hôpital de Nancy. Mais ça faisait un moment qu'il était cliniquement mort. Il était là, oui. Donc c'est là on peut dire que c'est une résurrection. Alors quand il s'est réveillé, qu'est-ce qui s'est passé pour les... Il était en chambre... Mais il était en chambre froide déjà, non? Non, il n'était pas en chambre froide, non. Et il m'a dit que moi je n'étais pas présent, j'étais à la maison à ce moment-là, j'étais encore gamin, j'avais 8 ou 9 ans. Par contre, ce que je sais, c'est que ma mère lui avait écrit une lettre et la lettre est revenue avec la mention décédé, mais ça, bon, c'est un détail. Mon père s'est donc réveillé, il était il avait l'étiquette au pied déjà. Il a eu cette chance énorme, me dit-il, parce que là, ça n'a pas été un travail de fakir, c'était une chance, disons, fabuleuse. C'est peut-être à cause de ses entraînements à se mettre en état d'hibernation qu'il a sauvé, car instinctivement, peut-être, c'est ce qu'il pensait, peut-être que son corps s'est mis automatiquement en état d'hibernation comme il le faisait lorsqu'il faisait ses enterrés vivants, mais c'est ce qu'il a sauvé. Il s'est réveillé, simplement. Alors ça lui a cassé l'œsophage, l'œsophage complètement cassé. Et puis aussi au niveau de la carotide, je crois qu'il avait le cou plus long. Derrière, les cervicales ont été disloquées de 2 cm, mais ça n'a pas cassé. C'est une chance énorme, c'est tout. De quoi vous donner froid dans le dos. Oui, c'est-à-dire c'est se poser la question de savoir combien de personnes on a enterrées qui étaient encore vivantes. Ah ben c'est ce que mon père affirmait, c'est-à-dire que, voyez-vous, lorsqu'il est décédé, il m'a toujours dit, depuis mon plus jeune âge, je me souviens, si un jour il m'arrive quelque chose, je ne sais pas comment tu vas faire, fils, mais essaye de ne pas me faire enterrer tout de suite. Et de ne pas mettre du formol. Et surtout pas mettre de formol. Attends, au moins, puisque son recours était de 28 jours, si au bout de 28 jours je ne me réveille pas, c'est que je suis parti. Mais avant, j'en suis pas sûr. Alors, votre livre commence justement au Paraguay avec une scène absolument effroyable d'un hôpital pourri en Amérique du Sud où votre père décède. Et donc, vous le mettez dans un avion. Et après, vous nous racontez toute l'histoire de votre père. Et à la fin, on se retrouve dans l'avion avec le cercueil de votre père en pleine chaleur et tout. Et on s'attend à ce que votre père ressuscite, hein, quelque part. Pour faire court, c'était, disons, l'espoir que j'avais en moi. C'est-à-dire, lorsque mon père est décédé, visiblement, il a fait un AVC. Lorsque, à l'hôpital, on m'a appris qu'il était décédé, la première chose que j'ai demandé, c'est surtout que l'on ne traite pas le corps au formol, afin de pouvoir, moi, l'emporter. Et j'ai prétexté que c'était sa religion. Mais vous savez, en Amérique du Sud, c'est beaucoup plus facile à sortir du protocole qu'en Europe. Il suffit de quelques billets. Et j'ai donc emporté le corps de mon père dans notre petite propriété que nous avons à la frontière brésilienne, afin de pouvoir, disons, garder le corps le plus longtemps possible sans l'enterrer, dans l'espoir fou, évidemment, qu'il se réveille. Il ne se décomposait pas malgré la chaleur, il n'y avait pas de mouches, il n'y avait pas d'odeur, c'est quand même assez exceptionnel. Alors oui, c'est un des premiers points qui non seulement m'a frappé, moi déjà, bon, j'étais habitué, disons, aux situations un peu extravagantes avec mon père, mais les personnes qui m'accompagnaient ont toutes été absolument abasourdies
de voir que même une semaine après, nous étions en pleine campagne, au Paraguay, au mois de décembre. Au mois de décembre, c'est, disons, le début de l'été, il fait une chaleur intense. Le corps n'a jamais rien senti, n'a jamais eu de rigidité cadavérique, aucune mouche à l'horizon. Pourtant, nous étions en campagne, nous étions dans une petite cabane en bois, parce que ma petite maison est une maison en bois. Et j'ai gardé le corps de mon père 12 jours. Avant de le mettre en terre. Avant de le mettre en terre, parce qu'au bout de ce laps de temps, le corps avait, disons, séché. Ce n'était vraiment pas bon signe, c'est-à-dire que le corps, il était parti, quoi, il était décédé. Ouais. J'ai quand même attendu 12 jours. Et donc vous pensiez qu'au départ, il aurait peut-être pu revenir... il aurait peut-être pu, oui. Peut-être. Alors, de son vivant, votre père avait laissé entendre qu'il pourrait se manifester à nous même après sa mort. Il soutenait que l'âme reste en suspens un certain temps autour de ceux qui avaient été les siens. Il disait aussi que les gens allaient encore se poser plus de questions sur son sujet après qu'avant. Il voulait même que l'on inscrive sur sa tombe « Je reviens de suite ». Il avait de l'humour, hein, votre père. Ah, c'était un rigolo. Bah, vous aussi, hein, parce que dans... Non, je vous explique. Mon père, à force donc de recherche sur l'esprit humain, sans avoir lu d'autres livres, parce qu'il ne voulait pas être influencé par d'autres connaissances, il voulait comprendre de par lui-même, on est arrivé à la conclusion, évidemment, que l'esprit et le corps faisaient deux choses bien distinctes. Lorsqu'il réalisait ses expériences d'enterré vivant, lorsqu'il se mettait en état de léthargie totale, il m'a toujours soutenu que pendant une période qui lui était difficile à évaluer, mais peut-être 2 ou 3 jours, il était dans la capacité de voir et d'entendre ce qui se passait autour de lui, alors que le corps était ici inerte. Ce qui rejoint parfaitement ce que j'ai appris beaucoup plus tard, des expériences sur ce qu'on appelle les NDE, les Near Death Experience, où les gens qui frôlent la mort disent plus ou moins la même chose, c'est-à-dire disent être conscients de leur environnement, malgré que le corps soit en état totalement inerte et considéré comme mort. J'ai cette information de 2 sources différentes, des recherches qui se font actuellement sur les expériences de mort imminente et sur les expériences que mon père réalisait. Donc, je ne pense pas qu'on puisse douter de ce fait. L'esprit reste quelque part aux alentours après la mort. Ce qui se passe, combien de temps reste-t-il? Nous n'en savons rien. Où va-t-il ensuite? Nous ne savons absolument rien. Mais mon père était persuadé que du moins durant un certain temps après son décès, il aurait été en mesure de provoquer des phénomènes me laissant comprendre que sa présence était toujours valable. Et c'est ce qu'il a fait, hein. Il y a plein de phénomènes qu'on trouve en fin de livre. C'est vraiment des phénomènes assez extraordinaires. D'ailleurs, la maison où il habitait avec vous, que vous aviez au Paraguay, il avait dit que l'église se mettrait à genoux devant lui, mais c'est un peu ce qui s'est passé, hein. Et oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Parce que la personne qui garde actuellement ma maison est une autre personne de nationalité française, très croyante, qui était très amie avec mon père et bien souvent en opposition d'ailleurs sur les questions religieuses avec mon père, a été obligée de faire à plusieurs reprises de faire venir des prêtres pour exorciser la maison à cause de phénomènes dits paranormaux s'y produisant après le décès de mon père. Votre père dit: j'ai cherché mon chemin seul, j'ai fait quelques pas, j'ai trouvé quelques petites choses qui étonnent jusqu'au monde scientifique, moi, tout seul, avec la volonté de comprendre sincèrement, sans attendre une aide gratuite. C'est triste de dire ça, c'est ridicule de reprendre ces paroles presque mot à mot, mais le problème de l'humanité est le même maintenant qu'il y a 2000 ans. Jésus avait menacé qu'il détruirait le temple. Il était révolté par l'ignorance et surtout par le commerce et l'abus de confiance que les religieux de l'époque imposaient à leurs disciples. Jésus était bien supérieur, il savait comment le troupeau réagit, c'était presque facile pour lui. Moi, je te dis aujourd'hui la même chose, si je veux, après ma mort, je pourrais obliger des rats d'église à venir s'agenouiller devant ma tombe. Et là où il fait très très fort, c'est qu'il guérit une petite fille d'un prêtre qui est condamné à mort. Oui, exactement, oui. C'est-à-dire que, comme j'ai tenté d'expliquer tout à l'heure,
ce qu'il était capable de produire sur son propre corps, par véritable hypnose, par véritable, disons, possession de son esprit sur l'esprit du malade, il était donc en mesure de pouvoir faire fonctionner ou arrêter les organes qui provoquaient problème. Et de ce fait, ça je sais, je l'ai vu, et ça c'était de mon époque, j'avais 27 ans, je crois. Une petite fille qui était tombée dans le coma après une opération de l'appendicite. Une mauvaise anesthésie. L'anesthésie, c'est ça, oui. Et problème d'anesthésie, elle était restée dans le coma. Et cette petite fille, étant la fille d'une employée d'une congrégation religieuse, un jour, le prêtre avec qui j'étais ami m'en parle. Et je lui dis, écoute, il était très embêté parce que la sécurité sociale n'existant pratiquement pas au Paraguay, la situation pouvait s'éterniser. Et il ne savait pas comment que la congrégation allait venir subvenir aux besoins de cette femme qui travaillait pour eux et avec sa fille malade. Alors j'en touche un mot au prêtre, je lui dis, mais écoutez, si vous voulez, je peux en parler à mon père, il peut peut-être faire quelque chose. Alors le prêtre tout d'abord n'y a pas cru. Et surtout c'était embêtant pour un prêtre parce qu'un fakir c'est un peu Satan. Hein. Voilà, c'est ça. Vous avez très bien compris la situation. Et un autre ami qui écoutait la conversation avec nous, il lui dit, mais écoute Jean, pourquoi tu n'essayes pas? De toute façon tu risques rien. Alors c'est un peu à contre-cœur que le poète en question m'a dit, écoute, demande à ton père de venir, on va voir. Mon père était effectivement venu, est venu voir la pauvre petite fille, et à la fin de la consultation, si on peut appeler ça comme ça, il dit au prêtre, écoutez, vous en faites pas, donnez-moi 48 heures, elle marchera. Et au bout de la deuxième session, la fille était debout. Elle a mis du temps à s'en remettre, mais elle s'en est remise. Il y avait des séquelles, oui, voilà. Il y avait quand même des séquelles. Par contre, dans le livre, il y a une autre histoire où votre père a failli perdre la vie en voulant sauver quelqu'un, en essayant de le guérir. Oui, aussi, oui. Et là, donc, il a été obligé... Ça, c'était un autre travail, parce qu'évidemment, on rentre tellement dans un domaine qui paraît à la fois merveilleux et impossible. C'est le travail à distance, c'est-à-dire que lorsque mon père travaillait sur une personne par hypnose, on suppose que la personne est présente en face du fakir à 20 cm, mais ça peut également se réaliser à distance. D'où, très certainement, sont venues les légendes de voodoo, vous savez, où les personnes travaillent à distance sur une photo, sur une poupée voodoo. Voilà. Ces choses-là existent, sont extrêmement rares. Très peu de personnes sur la planète sont capables de réaliser cela. Mais une personne ayant l'habitude de travailler son esprit, comme l'était mon père, pouvait effectivement influencer une personne à distance. Le problème est le suivant. Lorsque mon père travaillait sur une personne à distance qui était souffrante, la personne qui travaille, le médium, si on peut appeler ça comme ça, prend en charge la maladie pratiquement de la personne. Oui, et donc votre père ne pouvait pas non plus travailler en tant que fakir et faire des représentations. Trop de trucs. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au lieu de guérir la personne, c'était un enfant, c'était un petit garçon, si je m'en souvenir, qui était atteint de leucémie. Oui. Au bout de quelques temps de travail, il y a eu une grande amélioration de la part de petit enfant. Par contre, mon père, lui, a eu droit à de graves infections. Oui, ses plaies cicatrisaient plus, enfin bon. Voilà. Donc c'était lui où... Il le dit dans le livre, il dit c'est dommage parce qu'il manquait pas grand-chose pour sauver cet enfant. Exactement. Mais c'était lui donc ou moi. À un moment donné, il a dû choisir, c'est-à-dire continuer à travailler sur l'enfant ou travailler sur lui pour guérir. Alors, votre père était capable, après quelques minutes de travail mental, de savoir exactement si l'enfant était en bonne santé, si son cœur battait normalement ou s'il était dans le bon sens. Il pouvait sentir si la mère fumait ou avait fumé, si elle buvait de l'alcool ou non, si un jour elle avait goûté à la cocaïne ou non. Comment on peut comment on peut être le fils d'un fakir? Quand vous voyez votre mère qui transperçait votre père... Avec mon père, je l'admirais. Ouais. Toujours.
C'était un homme, outre le travail exceptionnel qu'il avait, c'était un homme d'une très grande qualité humaine. Mais plus la distance de sa mort s'agrandit, c'est-à-dire que les jours passent, plus je vieillis, plus je l'admire. Et plus je me demande comment pouvait-il faire tout cela. Mais est-ce que vous n'avez pas des dons si vous n'avez pas essayé? Il vous a pas passé un message? Une chose doit être très claire, et cela il me l'a toujours affirmé. Ce n'est pas une histoire de dons. C'est une histoire de travail. Il faut s'intéresser au sujet. Il faut travailler le sujet. Et justement, afin de pouvoir, lui il était tellement intéressé par ce sujet, afin de pouvoir continuer ses recherches, qu'il a monté spécialement ce numéro de Fakir, afin de pouvoir y travailler tous les jours. Et donc vous, c'est pas vraiment le métier que vous voulez faire? Non, je n'en suis malheureusement pas capable. C'est fascinant comme sujet, mais je n'ai, disons, pas eu l'idée depuis tout petit. Je n'ai pas eu le courage, certainement, de continuer. Et puis maintenant, pris dans la routine de tous les jours, je pense qu'à mon âge, ça va être un peu tard quand même. Alors quand votre père vous a quitté réellement, quand il est parti, je veux dire, quand il est mort, vous vous êtes retrouvé, vous, avec une femme qui était enceinte, donc père de famille, votre maman à charge, parce qu'il y avait aucune sécurité de quoi que ce soit. En ce qui concerne, vous étiez tous les deux, tous les trois sur scène, mais le fait que lui parte, le numéro, c'était fini. Vous vous êtes retrouvés quand même avec 3 personnes sur le dos, on peut dire. Dans tous les cas, moi, je trouve que vous avez une très belle plume, très drôle. Merci. Non, mais il y avait beaucoup de choses où on rit. Vous avez une façon de définir les personnages que vous avez rencontrés. Vous aviez un esprit, peut-être que vous n'êtes pas Fakir, mais en tous les cas, vous avez un esprit de regarder le monde et de pouvoir le décrire qui est fabuleux, parce que tous les personnages du livre qu'on retrouve un peu partout, parce que c'est quand même un petit monde, hein, le monde du spectacle, qui vieillissent et qui avec tous leurs travers, vous pouvez les définir, et je pense que... Encore une fois, je pense que c'est encore grâce à mon père, ce genre de choses, parce que il avait un sens aigu de l'observation, et c'est ce que je pense, et il m'a inculqué petit à petit quand même. Oui, mais ça veut dire quand même que vous aviez un regard très jeune, puisque vos souvenirs démarrent quand vous étiez un gone, on dit là, un enfant de Lyon, donc à ce moment-là, je pense pas que vous étiez en admiration devant votre père et qu'il vous avait pas encore inculqué tout ça. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui vous appartient avant, parce que peu de gens, je pense, peuvent décrire des personnages de leur jeunesse avec autant de détails, On a des souvenirs de notre enfance, mais de là à décrire vraiment les gens qui ont fait partie de notre enfance, en dehors de la famille ou même dans la famille aussi. Vous savez, excusez-moi, je vous coupe, Joël, mais c'est une chose qui m'a, disons, un peu surpris également, et je pense que c'est un très lointain parallèle avec le travail de Fakir. Je vais essayer de m'expliquer. Lorsque j'ai décidé d'écrire un livre, que je me suis mis à écrire les premières lignes, c'est incroyable, lorsque vous vous concentrez sur l'histoire, comment naturellement tous les souvenirs vous reviennent. Les détails. Les détails vous reviennent. Et lorsque j'étais plongé dans l'écriture, lorsque je n'écoutais pratiquement plus personne, j'étais en train d'écrire ce livre, il y a des détails que j'avais, si je peux dire ainsi, oubliés, mais qui reviennent naturellement. Et c'est une histoire de concentration. Vous êtes tellement concentré sur cette histoire, sur cette chose, que tout vous revient à l'esprit. C'est une fois encore un travail sur votre pensée. C'est une gymnastique mentale que malheureusement à l'heure actuelle, nous sommes tellement pris dans une routine que nous n'avons même plus le temps de nous concentrer sur un sujet ou sur un autre. Oui, puis il y a beaucoup de bruit autour de nous, c'est difficile d'avoir des moments de calme. De calme. Mais je pense, est-ce que notre vie, ce serait pas comme un grand film, et que si on arrive à avoir une image, on peut remonter sur la totalité du film à condition de vouloir le regarder? Exactement, oui, c'est ça. Parce que je vous dis, énormément de détails que j'ai... Le livre, je l'ai écrit avec
la plus grande sincérité possible, avec le maximum de détails exacts. Et tout ceci m'est revenu simplement parce que j'étais tellement concentré sur cette histoire que naturellement, comme vous dites, le film se déroule. Et pour un lecteur qui vient de l'extérieur, il est évident que celui-ci va se demander, mais comment a-t-il fait pour se souvenir de... Ah oui, c'est étonnant, c'est vraiment un très beau travail de remémoration. Tout le début du livre et pratiquement les 3/4 du livre, vous parlez très peu de vous, très peu de vous, sauf après quand vous rencontrez la femme de votre vie et que là on s'intéresse un peu plus à vous. Mais vous êtes quand même assez en arrière, assez le spectateur de ce qui se passe. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a des histoires de striptease, parce que comme vous êtes dans des cabarets, vous êtes très jeune, confronté à la nudité des femmes, et on s'attend à ce que vous parliez de ce qui se passe, et non, vous restez en retrait. C'est à nous de se poser la question, je veux dire. C'est étonnant, ce petit garçon qui regarde le monde comme ça. Bon, alors ça s'appelle Ben Goubet. C'est un nom de scène, Ben Goubet. Le nom de famille est Goubet. Ben signifiant fils en arabe. Oui. Et puis ça fait un peu plus, disons, exotique pour un nom de fakir. Donc c'était son nom de scène. C'était le nom de scène, Ben Goubet, oui. BenGhoubey. Ça s'appelle Mon père ce fakir. Vous vous appelez Jean-Luc Goubet, Goubet. Oui. Et je vous remercie pour cette émission. Je vous posais la question de savoir si entre-temps vous aviez écrit autre chose. Eh bien, j'ai écrit un deuxième volume sur le travail de fakir, qui s'intitule Le secret d'un fakir. Ce deuxième volume est, disons, un peu plus sérieux que le premier, et le premier, celui que vous avez lu, fait en grande partie écho de notre vie familiale, si vous voulez. Et le deuxième volume est quand même beaucoup plus complet sur les méthodes et sur le travail que mon père avait développé. Le secret d'un fakir. Bon, et celui-là, il a été publié en quelle année ? Il a été publié, ça fait maintenant 2 ans. Il est sur Amazon. Ok, je vous remercie. Je vous retrouve sur... Eh bien, j'ai un site, un blog qui s'intitule Ben Goubet, mon père, ce fakir. Exactement comme le titre du premier livre. Ben Goubet, mon père, ce fakir. Et sinon, on vous trouve aussi sur Facebook. Hein. Exactement, Jean-Luc Goubet. Merci beaucoup. Eh bien, Joël, c'est moi qui vous remercie. Merci. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.